Alors bonsoir Ariel Lévy. Bonsoir. Vous nous entendez. Bonsoir. Alors j'ai sur ce plateau pour m'accompagner dans cette interview donc nos chroniqueurs Avi Van Vetter et Sarah Usan. Bonsoir. À ma droite et à ma gauche. Bonsoir à vous tous. Et puis nous avons aussi quelqu'un qui porte à peu près le même gilet que vous. Il s'agit de Shlomi Lévy, qui est donc avocat de profession, mais qui est surtout bénévole Zaka et Ihoud Hatzalah, et qui était donc présent et qui est allé donc avec Zaka à Reim et à Be'eri le lendemain du massacre, et qui nous a raconté son histoire. Alors Arié, vous êtes président de Sauveteurs sans frontières, SSF, ONG donc créée en 2000 et dont le but est donc d'intervenir le plus rapidement possible sur des sites de conflits ou de catastrophes naturelles dans le monde. Et donc on disait tout à l'heure avec Shlomi nous disait qui sauve une vie sauve l'humanité, et ça m'a fait penser à vous parce que en préparant cette interview et cette émission, je suis rentrée sur votre profil LinkedIn et j'ai vu ça en sous-titre, qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Alors moi, je voulais d'abord que vous nous racontiez un petit peu la création de Sauveteurs sans frontières, et surtout comment actuellement vous apportez vous intervenez, où, comment et pour faire quoi. Racontez-nous. Alors d'abord, je vais commencer comme dans votre question, comment a été créé Sauveteurs sans frontières. À la base, Sauveteurs sans frontières, c'est Hatzalah Yosh en Israël. C'est une organisation qui a été créée en l'an 2000, suite à le début de la deuxième intifada. Cette association a été créée par la demande, on va dire la demande et un peu l'ordre du Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, qui était le grand rabbin d'Israël et Baruch Hashem, avec qui j'étais assez proche. Et un jour, il y a eu un attentat à côté de Kiryat Arba où deux maîtresses qui ont rentré de Kiryat Arba vers Otniel ont été fusillées. Et deux médecins ont raconté au Rav, c'était un vendredi, le dimanche, ils étaient chez le Rav, ils ont raconté au Rav que s'ils avaient du matériel médical sous la main, ils auraient pu les sauver. Et comme j'étais déjà à l'époque bénévole de Magen David Adom, le Rav s'est tourné vers moi et il m'a dit: est-ce qu'il n'y a pas Hatzalah en Judée-Samarie? En fait, Hatzalah, c'est quelque chose, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est quelque chose qui depuis les années 60 existe en Amérique. En fait, c'est un système tout simple, tout bête, mais tout simple et extraordinaire, de dire il faut qu'on ait le maximum d'ambulances, le maximum de bénévoles avec du matériel médical pour qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Et donc, Hatzalah, à l'époque, il y avait plusieurs Hatzalah en Israël. C'était Hatzalah Yerushalayim, Hatzalah Bnei Brak, Hatzalah Ashdod. Il y avait beaucoup de petites Hatzalah. Mais en Judée-Samarie, il n'y en avait pas. Et comme j'habitais en Judée-Samarie, et j'étais proche du Rav, et il savait que j'étais au Magen David Adom, il s'est tout de suite tourné vers moi en me disant: est-ce qu'il y a pas Hatzalah en Judée-Samarie? Et je lui ai dit: non, ça n'existe pas. Donc le Rav m'a dit: alors il faut le faire. Et donc quand le Rav dit il faut le faire, on pose pas de questions, et on le fait. Et on a commencé avec quelques secouristes à Otniel et à Bet Haggai, 12 premiers secouristes, et ça a été une boule de neige. Très rapidement, on est devenu 100, 200, 300. Aujourd'hui, il y a 1600 secouristes en Israël qui sont équipés avec un kit très perfectionné, un défibrillateur, et surtout un moyen de communication pour qu'on puisse les alerter en temps réel d'un événement pour qu'ils puissent arriver le plus rapidement possible et sauver des vies. Alors, je me souviens que au moment de la guerre d'Ukraine, on avait reçu Fernand Cohen-Tanouji, qui était parti en mission à la frontière ukrainienne entre l'Ukraine et la Pologne, il me semble, si je me trompe pas, et qui était intervenu avec une équipe de Sauveteurs sans frontières, donc de Hatzalah. Donc, est-ce que vous intervenez comme ça partout dans le monde? Est-ce que c'est la même organisation? Je vais voir. En fait, c'est la suite de l'histoire. Fin 2004, il y a eu, si vous vous rappelez, Tsunami, je pense, d'un des plus graves événements les 50 dernières années. 200 000 morts, 200 000 blessés, Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande, qui ont été très, très gravement frappés. Et encore une fois, le matin, je rentre dans le bureau du Rav, et le Rav me pose la question: alors vous partez? Et donc, je comprenais pas de quoi il parlait. Et je lui dis: on part où? Il me dit: il faut partir, le monde entier se mobilise, mais c'est nous les plus forts.
et c'est un Kiddush Hashem. Donc il faut partir. Surtout, n'oubliez pas de prendre des caméras et des appareils photo, parce qu'il faudra montrer ce que vous faites. Il faut tout de suite partir. Et le problème que j'avais à l'époque, c'est que toutes les donations qu'on avait étaient pour Israël, parce qu'on était que à Tzalayosh. Et donc j'ai dit au Rav, mais on n'a pas de moyens pour aller au Sri Lanka. Moi, l'argent que j'ai, c'est pour acheter des en Israël. Alors on m'a dit, ne t'inquiète pas pour l'argent, partez et Dieu vous enverra l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Et à partir de là, en fait, quand on est parti au Sri Lanka et on a vu l'ampleur médiatique que ça a fait, comme m'a dit un caméraman du CNN quand je lui ai posé la question, mais pourquoi vous nous courez après? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous? Et il m'a expliqué, il m'a dit une phrase tellement forte. Il m'a dit, vous savez, dans le journalisme, quand un chien mord un être humain, ça arrive tous les jours. Mais un être humain qui mord un chien, ça c'est un scoop. Et je lui dis, excusez-moi, j'ai pas compris la comparaison. Et là, il m'a dit, mais de vous voir avec votre kippa, avec ces fils là qui sont en bas de votre pantalon, et vous venez soigner des bouddhistes, des musulmans, des chrétiens. C'est no comment. On n'a même pas besoin de parler. L'image suffit pour montrer comme c'est beau de montrer cet humanisme qu'il y a ici. Et on a eu des reportages sur BBC, CNN, et là je me suis dit, il y a un message tellement fort de Hasbara qu'on peut faire grâce à ça. Et c'était l'idée du Rav. C'est pour ça que le Rav a dit, prenez des appareils photo et c'est à partir de là qu'on a commencé. C'était notre première intervention sur l'international. Mais avec le temps, je me suis dit, c'est un peu bête d'aller soigner des gens, repartir sans rien laisser derrière nous. Donc, à partir de là, la prochaine opération, c'était Birmanie, après c'était Haïti en 2010. On s'est dit, on va monter des équipes dans chaque pays où on va. Donc, on a formé des gens, on les a équipés avec du matériel. Et ce sont en fait des filiales de Hatzalah Yosh, mais il fallait évidemment trouver un nom un peu plus, on va dire, qui marche, qui est un peu plus intéressant. Et donc, on s'est appelé dans le monde Sauveteurs sans frontières, qui est la traduction de ce qu'on s'appelle aujourd'hui Hatzalah Lelo Gvulot. Ouais. Alors, est-ce que, du coup, une fois que vous vous êtes étendu comme ça et que vous avez formé, est-ce que la mission de Sauveteurs sans frontières, Hatzalah Lelo Gvulot, c'est d'apporter les premiers soins, ou est-ce qu'effectivement il y a quelque chose qui va au-delà de ça? Écoutez, vous savez, avec le temps, il y a des choses qui nous obligent. Il y a des choses qu'on fait pas parce qu'on a envie ou parce que c'est gentil, c'est intéressant, parce que le demande. Je vais donner un tout petit exemple. On soigne des gens et ces gens, naturellement, s'attachent au secouriste qui les a sauvés. Et donc, il y a un lien qui se crée. Et je vais vous raconter, par exemple, une histoire avec la famille Chabot de Itamar. Un terroriste est rentré en 2003. Un terroriste a tué les 3 enfants et la mère. Et le garçon à Sahel, qui a fait semblant d'être mort pour pas que le terroriste vienne et continue son travail, a été sauvé par nos secouristes. Et son père, 6 mois après à peu près, m'avait raconté que son fils était dans un traumatisme très profond, il ne parlait pas, il a vu tous les plus grands psychologues en Israël, ça ne marche pas. Et là, je lui ai dit que j'avais entendu parler d'une méthode qui s'appelle la zoothérapie, et je voulais qu'il essaye cette méthode. Et donc, on a été chez un ami à nous, qui était un autre bénévole, qui faisait de la thérapie à l'aide d'animaux, et il s'est passé ici quelque chose de tellement extraordinaire que, en fait, Asael s'est approché du cheval et a commencé à raconter, sans qu'on lui dise rien. Il a raconté au cheval qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là dans leur maison et quels étaient les derniers mots que sa maman a dit avant de mourir. Et le père qui était derrière, à côté de moi, pour la première fois, a entendu la vraie histoire de ce qui s'est passé. Et là, j'ai vu ce miracle. En fait, c'est une méthode extraordinaire. Les résultats sont... Et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec ça. Et on s'est vraiment, on va dire, on s'est investi dans cette méthode. Et on a créé une ferme de thérapie à l'aide d'animaux qui est dans le kibbutz Reim, avec lequel on fait des miracles. On aide les enfants du sud d'Israël, de toute la bande de Gaza. Je peux vous dire évidemment que si on en avait jusqu'à présent 250 par an, là on va en avoir 1500 par an, parce que après ce qui s'est passé, tous les enfants de la région vont devoir avoir des soins de thérapie à l'aide d'animaux. Et donc comme cette méthode, donc c'est un des projets qu'on fait, qui on va dire des projets secondaires par rapport à notre travail habituel. On a des projets avec les rescapés de la Shoah, on a beaucoup de projets aussi sociaux qui sont parallèles à notre travail de qui sauve une vie, sauve l'humanité. Mais à Reim, vous êtes installé depuis quand? Depuis ce moment-là? À Ourim, on est installé depuis 2016. Notre ferme existe à Ourim depuis 2016. Ourim, pardon, j'avais compris Reim, c'est pour ça, pardon. Malheureusement, beaucoup de nos élèves sont ou capturés, ou morts, ou
Et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est donc et tous ces enfants là, je ne parle pas maintenant des 250 élèves qu'on a depuis tant d'années qui suivent sans arrêt des séances. Mais on a déjà, ça s'est multiplié par 5 les demandes d'aide, de thérapie à l'aide d'animaux pour tous les enfants qui ont été traumatisés de ces événements du 7 octobre. Alors comment vous êtes intervenu en Israël à partir du 7 octobre et comment vous continuez d'intervenir aujourd'hui? Écoutez, nos équipes étaient déjà le Shabbat, on va dire à partir d'à peu près d'11 heures, étaient déjà sur le terrain. Moi, personnellement, j'étais à Tzomet Chouva. C'est un Tzomet qui est à peu près, on va dire, 1 kilomètre avant Nahal Oz. C'est là-bas où on s'est installé, où malheureusement, on recevait des dizaines de blessés civils ou soldats qui sortaient des kibbutzim. Et on s'est installé là-bas. Pour tout vous dire, c'était très dur. C'était très dur parce que d'abord, on n'avait pas assez de matériel, on s'attendait pas à une catastrophe avec une ampleur aussi importante. Et donc, il y avait un manque de matériel, un manque de brancards. Pour vous dire que des soldats étaient couchés par terre, des blessés, c'est waouh. Et donc, on a fait ce qu'on a pu. Évidemment, il y avait un manque aussi d'ambulances. Il y a eu des ambulances d'Ichud Hatsala qui sont rentrées sur le terrain. Et donc, on a essayé d'évacuer, mais malheureusement, on a dû évacuer aussi des blessés dans des voitures de civils. C'est seulement après qu'on a réalisé que ces civils, c'était des gens qui se sauvaient de la Nova ou du kibbutz Nahal Oz ou du kibbutz Kfar Aza. Et je me rappelle qu'à un moment, j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je me suis excusé envers quelqu'un qui était le chauffeur qui était dans la voiture. Je lui ai dit vraiment, je m'excuse. Il m'a dit, mais non, grâce à toi, je vais être Shaliach Mitzvah. C'est peut-être ça qui va me protéger. Donc, ça m'a un peu tranquillisé. Mais pour donc vous dire, voilà, depuis, on a, bon, alors, ce jour-là, on a évidemment soigné le maximum de personnes qu'on a pu pendant ces événements. Et depuis, on s'est installé à Sderot. On a un Hamal, comme on a dit, un Cheder Milchama, c'est une chambre de crise à Sderot. Et on essaye, enfin, on fait tout pour répondre aux besoins. Parce qu'il faut savoir, il y a 200 000 personnes qui ont été déplacées, mais il faut savoir qu'il y a quelques milliers de personnes qui n'ont pas été déplacées de chez eux. C'est surtout des vieux, des handicapés, qui ne veulent pas sortir de chez eux. Pour eux, leur sécurité, c'est leur chez eux. Et donc, ils restent à la maison, mais les supermarchés sont fermés, les pharmacies sont fermées, il n'y a pas de coupatrolim, il n'y a pas de médecin. Donc, on essaie de donner ce service à tous ces gens, leur amener à manger, leur amener leurs médicaments, un médecin qui fait des bikurei bayit, c'est-à-dire qui va en fait faire des soins à domicile pour ces personnes qui en ont besoin. Voilà, on essaye de répondre aux besoins qu'il y a Sderot. Ariel Lévy, il y a quelque chose qui transparaît un petit peu de votre discours et depuis le début, c'est en fait vous avez fonctionné toujours de manière empirique. À chaque fois que vous alliez quelque part, vous appreniez quelque chose, vous le mettiez en action, même si derrière il y avait l'inspiration du Rav Mordechai Eliyahu. Il n'empêche que à chaque fois vous avez pris quelque chose de plus et ça vous a rendu encore plus expérimenté. Vous avez parlé également de Hasbara. Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous parlez de formation, mais la formation que vous avez sur le terrain est absolument exceptionnelle. Et est-ce que la formation que vous avez mis en place, les expériences, les projets que vous avez, finalement, intéressent aussi l'étranger, les pays où vous êtes intervenu et où on a pu voir effectivement Sauveteurs sans frontières? En fait, je vais vous dire, c'est vrai que quand le Rav à l'époque m'avait dit, quand il avait dit on est les plus forts, c'est pas qu'on est plus beau et on mesure 1m90 avec les yeux bleus. C'est pas ça. Les plus forts, c'est-à-dire que il faut savoir que dans le secourisme et dans la médecine, la théorie, c'est très important et il faut, mais la pratique, c'est ça qui amène un secouriste à devenir le meilleur. Et malheureusement, en Israël, on a tellement de pratiques, surtout dans ces années d'Antifada, où tous les secouristes, que ce soit Magen David Adom ou à toutes les associations d'Atsala, avaient tellement d'expérience sur le terrain, parce qu'il y avait tellement d'événements. Donc cette expérience, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres pays. Je vais vous donner un autre exemple. On a créé, il y a à peu près 10 ans, une unité de simulation médicale mobile. En fait, c'est pas encore une fois quelque chose qui nous est venu dans l'idée de le faire, mais c'est le terrain qui nous a demandé. Parce que le CARPA, c'est le responsable
de la médecine, responsable médical de l'armée en Judée-Samarie. Quand on était en rendez-vous, il nous a dit, on a un problème, c'est qu'on vous voit partout. À chaque événement où on arrive, parce qu'il faut savoir qu'il y a des ambulances de l'armée qui sont à chaque événement, accident de voiture, attentat, quand il y a en Judée-Samarie. Donc il y a toujours un ta'agad, c'est-à-dire une ambulance de l'armée qui arrive très rapidement. Et ce qu'il nous a dit, c'est que on vous voit partout, on est tout le temps ensemble, mais on parle pas le même langage. Et donc, quand je lui ai posé la question, ça veut dire quoi? Il m'a dit parce que les méthodes de l'armée sont un peu différentes. Notre façon de parler quand on demande, quand on te demande un garrot, vous allez l'appeler Khassam Orakim, nous on l'appelle Khasmak. Il y a des termes on n'a pas les mêmes termes. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de pouvoir travailler ensemble et parler vraiment le même langage. Et de là est venue une idée de se dire, et ça c'était une première chose. Et la deuxième chose qu'il nous a dit, c'est que il arrive souvent que des secouristes qui ne sont pas très expérimentés. Je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé. C'était l'attentat à Guilo, où je me rappelle, c'était l'autobus numéro 14 qui avait explosé. Je me rappelle, c'était un des premiers attentats où Bibi Netanyahu, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, avait permis aux journalistes de rentrer pour montrer les horreurs, parce qu'il avait pensé que c'est quelque chose qu'il faut montrer au monde. Cet événement était tellement difficile parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Et je me rappelle de cette histoire, c'est que moi, c'était un des premiers attentats que j'avais vécu. Et après cet attentat, après qu'on a soigné, etc., il y a un des secouristes qui est venu me voir, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait pendant 10 minutes debout à côté de la station? Je lui ai dit, moi? Il me dit, oui, au début, quand on était tous là en train de courir partout, toi, tu étais figé à côté de la station sans bouger. Et en fait, j'ai réalisé que oui, c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, quand quelqu'un arrive pour la première fois dans un événement comme ça, s'il n'a pas eu une expérience d'avant, il peut être choqué et ou mal agir ou ne pas agir. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voulait absolument mettre en place, de pouvoir amener aux secouristes qui n'ont pas d'expérience et qui sont seulement 8 mois ou 1 an secouristes, mais ils n'ont jamais vu et vécu un événement grave, d'essayer de trouver comment pour les amener à une situation réelle. On a créé cette unité mobile où il y a des robots qui coûtent 100 000 dollars parce qu'ils toussent, ils vomissent, ils crient, ils saignent. C'est des robots qu'on peut à distance décider s'ils vont saigner, combien ils vont saigner, est-ce qu'ils vont s'étouffer, est-ce qu'il faut faire un massage cardiaque. Et quand on va faire un massage cardiaque sur l'ordinateur, ça sera marqué est-ce qu'on l'a fait assez profondément, est-ce que c'était efficace ou pas. À part ça, il y a une machine qui sort de la fumée, il y a des haut-parleurs qui font un bruit, qui sont un bruit d'un attentat avec des cris, des sirènes. Et en fait, on crée une ambiance où quand le secouriste il arrive, il est devant un vrai attentat. Parce qu'il y a l'ambiance autour, il y a les robots qui sont des vrais robots, et on arrive à simuler un vrai attentat. Et ça a été quelque chose qu'on a fait en partenariat avec l'armée. Et je peux vous dire qu'on a eu des équipes du monde entier qui sont venues pour s'entraîner avec cette unité simulation médicale mobile, que ce soit de Suisse, de Philadelphia, de France, parce que on a aujourd'hui, je pense qu'Israël a vraiment une renommée dans le monde une expérience unique au monde. Encore une fois, pas parce qu'on est plus intelligent, mais parce qu'on a de l'expérience, de la pratique sur le terrain. En fait, une expertise et une responsabilité. La responsabilité, vous savez, dans chaque événement, moi, le 7 octobre, quand je suis rentré à la maison le soir, il y avait quelque chose d'amer dans ma bouche. Je sentais qu'il y avait quelque chose qu'on aurait pu faire mieux. Il y a toujours ce sentiment de se dire, on aurait pu être mieux. Sarah, tu voulais... Oui, alors déjà, vraiment, quand on vous entend, bravo, parce que c'est une sanctification du nom de Dieu magnifique. Moi, je veux revenir à l'international. Quand vous allez sur un événement en dehors d'Israël, est-ce que vous vous êtes déjà heurté à l'hostilité, puisque de toute façon, justement, parce qu'il y a la kippa, parce qu'il y a les tzitzit, ou alors ils vous accueillent avec vraiment l'entrain et qui vous est dû, et puis la reconnaissance, voilà. C'est ce que je veux savoir, parce que bon, comme malheureusement le juif, là où il va des fois, il s'en prend plein la tête. Écoutez, alors dites-moi. Dans toutes les opérations qu'on a fait jusqu'à présent, Baruch Hashem,
on a toujours été accueillis merveilleusement bien. Même en Turquie, qui est un pays avec lequel on s'arrange pas très bien, surtout politiquement, ça a été... on se pose des questions, c'est-à-dire il y a d'autres organisations qui ont demandé d'avoir une lettre de notre part parce que nous, on a été agréés alors que d'autres organisations n'étaient pas agréées. C'est-à-dire, il y a des choses, des fois d'ailleurs, que je ne comprends pas vraiment et que je n'ai pas d'explication, mais je suis sûr que c'est le Rav Zirkomen qui est en haut et qui nous guide et qui nous aide avec ses bénédictions. Il y a un seul endroit où on a vraiment, on a eu un vrai problème. C'était quand on a été pour soigner les Rohingyas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces gens qui ont été qui étaient en Birmanie, qui ont été et c'était en Bangladesh. Et on a envoyé une équipe au Bangladesh. Et quand on envoie des équipes dans des endroits comme ça, on fait attention que les gens aient une double nationalité, parce que quand ils doivent rentrer dans un endroit où les Israéliens ne sont pas acceptés, donc ils rentrent en tant que Français ou Américains ou autres. Et par contre, quand un de nos bénévoles m'a envoyé un message en me disant qu'ils leur ont posé la question à l'entrée du camp, du camp de réfugiés, s'ils étaient juifs, pas s'ils étaient israéliens, s'ils étaient juifs, je leur ai dit, vous arrêtez tout et vous rentrez. Parce que s'ils avaient posé la question israélien, je comprends, il y a des questions diplomatiques, on n'a pas d'arrangement diplomatique, je peux comprendre. Mais juif, pour moi, c'était déjà c'était un pas en plus. Bien sûr. Pour moi, c'est déjà de l'antisémitisme. Et c'est là où j'ai dit, on arrête tout. Bien sûr. Alors, on a Shlomi, un collègue à toi qui souhaite te poser une question. Bonsoir, Avi. Et Arié, et déjà je suis vraiment j'ai un coup de cœur de vous voir parce que je vous entends ce que vous faites. Et en vrai, vous avez fait une accueillance spéciale d'éducation et d'Atsala dans certaines manières, de certains niveaux, que même moi, que j'ai vraiment des années d'Atsala, que j'ai créé même le groupe d'Atsala à Eilat quand j'étais à l'armée là-bas. Et on n'a pas pensé à ouvrir le barrière d'Atsala à tout ce que vous avez fait. Et vraiment, vous avez fait quelque chose que je me senti que votre Atsala, il fait vraiment Atsala dans tout ce que vous pouvez faire. C'est pas vraiment de vie ou de la santé ou d'accident. C'est vraiment Atsala là où il faut faire. Et autant que personne, qu'il est vraiment du même mode de bénévole, vous avez réussi à faire quelque chose que j'ai jamais vu. Kol hakavod. C'est grâce au Rav. Je vous dis, tout a été, en fait, vous savez, le Rav, Zichrono Livracha, je pense que nos auditeurs savent de qui je parle. Ok, le Rav Mordechai Eliyahu, c'était, on va dire, je sais pas, la sommité spirituelle en Israël avant son décès, surtout les dernières années. Et je peux vous dire que même lorsqu'il était à l'hôpital dans un état très grave, et j'ai eu la chance d'être parmi ceux qui étaient à ses côtés quand il avait besoin, même quand il ne pouvait pas parler, il demandait un papier et il écrivait avec le stylo, comment va l'organisation. Tellement c'était important pour lui, Atsala Yosh, Atsala Elokvulot. Je sais pas si c'est parce qu'il pensait que c'est lui qui l'avait, oui, c'est lui qui l'a créé en fait. Mais il voyait une importance très grande et sur le côté de Hatzalat Chaim, de sauver des vies, de qui sauve une vie, sauve l'humanité, et sur le côté médical pour la Judée-Samarie, qui était un territoire très proche pour le Rav, mais aussi, comme je vous ai dit, pour le Rav, la Hasbara dans le monde, c'était quelque chose de très important. Alors, Arié, une dernière question un peu provocante, provocatrice, polémique même. Sauveteurs sans frontières, c'est les Lokvulot. Est-ce qu'il est envisageable, il serait pour vous envisageable d'intervenir pour sauver des gens à Gaza, à l'intérieur de la bande de Gaza? Écoutez, comme vous dites, c'est une question un peu provocante. Vous savez, on va sauver des vies partout. Pour nous, sauver des vies, c'est sauver des vies. Je peux vous dire que si un soldat israélien est dans Gaza et il voit une vieille femme qui ne peut pas marcher pour passer, il va l'aider à marcher. Et s'il voit un bébé qui sera blessé, il va le soigner. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Israël, pendant beaucoup de temps, a monté un hôpital, un hôpital de camp entre la Syrie et Israël pour soigner des Syriens. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, il faut savoir que pour nous, oui, la population, quand ce sont des gens qui sont pour nous
c'est vrai que on peut dire ouais, mais ils étaient avec le Hamas. Tant que ce sont des gens qui ne sont pas des terroristes, oui, notre devoir, c'est de les soigner et de les sauver. Maintenant, dans quelle mesure, dans quelles conditions, où c'est, vous savez, c'est comme la grande discussion sur est-ce qu'on doit soigner un terroriste ou pas. Ok, c'est une question qui est, il y a des pages qui ont été écrites sur ça, et il y a un ordre, par exemple, du Magen David Adom qui dit il faut soigner un terroriste. Et maintenant, de là à vous dire qu'est-ce que moi, en tant que secouriste, je vais faire quand je serai dans un attentat et je verrai un bébé qui a été fusillé par ce terroriste qui est blessé à côté de moi, est-ce que je vais le soigner ou pas? On peut pas donner un ordre à un secouriste de oui le faire ou ne pas le faire. Tout dépend de qu'est-ce qu'il aura dans ses boyaux à ce moment-là. Donc c'est un peu une question qui est, c'est une question piège, mais c'est une question où je pense qui n'a pas vraiment une vraie réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je pense que le juif Israël Rachmanim Bene Rachmanim, on a pitié. On est des gens avec et notre devoir. Vous savez, il y a une grande marloquette, il y a une grande différence dans la façon où cette phrase que vous avez dit, qui sauve une vie, sauve l'humanité, ok, entre le Ramban et le Rambam, ok. Il y en a un qui dit, Kol hametzil nefesh achat mi Israël, ki'ilu hitzil olam malou. Celui qui sauve une vie d'Israël, oui. C'est comme s'il a sauvé l'humanité. Le Ramban, il dit, Kol hametzil nefesh achat. Il a enlevé le mot Israël. Donc, encore une fois, on voit que cette discussion, elle était déjà beaucoup avant nous. Bien sûr, bien sûr. Et ben, Arié. Mais nous, je pense qu'en tant que juifs, en tant que gens on doit donner l'exemple. C'est sûr qu'on a obligation de soigner n'importe quelle personne. C'est pour ça qu'on a été en Turquie, au Mali, que ce soit des musulmans, des juifs ou des chrétiens, on doit sauver des vies. Bien sûr. Et on le voit encore actuellement avec ce qui se passe pendant cette guerre, dans la bande de Gaza, et on parvient malgré tout, on accorde de l'aide humanitaire à ceux qui nous ont, à nos tortionnaires et à ces terroristes. En tout cas, merci Arié pour ton intervention. Merci, c'était très inspirant. Vraiment, malgré qu'on soit en duplex, tu as mis ici sur le plateau une ambiance très très fraternelle et il y a une dimension spirituelle que tu as amenée qui est vraiment palpable. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous aussi, bonne soirée. Merci, une très bonne soirée à toi. Merci, au revoir.